Salut à tous! Enfin on attaque la deuxième moitié de la série House of the Dragon. Après avoir délaissé toute la partie entre guillemets enfant avec les jeunes actrices de Rhaenyra et Alicent, on va désormais passer aux choses sérieuses avec les nouvelles actrices qui entrent en scène et qui vont permettre à la série de rentrer dans une nouvelle dimension, parce que vous allez voir que les tensions vont être vraiment exacerbées tout au long de cet épisode 6. Esthétiquement parlant, cet épisode s'inscrit dans la continuité visuelle de ce que nous avons vu précédemment. Les deux nouveaux dragons qui nous sont présentés, c'est-à-dire Vermax et Vhagar, sont vraiment détaillés comme jamais. Vermax, il suffit juste de faire pause à certains endroits et on peut un petit peu, en augmentant la luminosité, admirer tous les détails autour de ce nouveau dragon. Et il en va de même pour la gigantesque Vhagar, qui elle aussi a une dimension beaucoup plus ancienne. On dirait même un petit peu qu'ils sont allés chercher du côté des dinosaures pour montrer vraiment que c'est un dragon très ancien en comparaison des autres qui ont des aspects beaucoup plus s'apparentant à des serpents. Là on va avoir quelque chose qui s'apparente à la limite entre Godzilla ou un tyrannosaure par moment, et j'aime beaucoup cet aspect parce que Vhagar, outre le fait que c'est un nom de divinité qui était à l'origine vénéré à Valyria comme Balerion et Meraxes, ces dragons frères et sœurs entre guillemets, et bien Vhagar, on sent qu'il y a quelque chose de réellement ancien avec ce dragon, ne serait-ce que par sa taille, cette espèce de double menton qui pendouille un petit peu, et lorsqu'il s'agit de taille, Vhagar est très souvent comparé à Balerion la Terreur Noire. À la fin de sa vie, Vhagar avait une taille qui avoisinait celle de Balerion la Terreur Noire, mais il y a certains points de vue qui divergent là aussi, parce que lorsqu'on compare le crâne de Balerion et celui de Vhagar, eh bien il y a quand même une petite différence, et ça aussi c'est mentionné dans les livres, mais à l'heure où l'on se parle, Vhagar est considérée comme la dragonne la plus grande et la plus grosse qui réside à travers tout le cheptel des dragons des Targaryens. Et puis bon, Vhagar c'est quand même la dragonne de Visenya, la sœur épouse d'Aegon le Conquérant. Elle a participé à la conquête de Westeros et donc indirectement a forgé le trône de fer sur lequel régnait le Conquérant. De fait, c'est normal qu'elle ait ce côté très ancien et que c'est un dragon vraiment gigantesque. On commence par le début d'épisode, et à chaque fois il y a quoi au tout début d'épisode? Le générique qui cette fois-ci présente des différences parce qu'on a fait un bond dans le temps d'une bonne dizaine d'années et il fallait vraiment marquer cette différence avec des nouveaux ajouts. On peut voir à plusieurs moments qu'il y a certains indices qui se laissent présager, en particulier de ce côté-ci où l'on peut voir le casque ailé qui appartient à Daemon Targaryen, qui va se lier avec Laena Velaryon, et quant au symbole adopté pour représenter Laena Velaryon, je pense qu'il s'agit de son collier. D'ailleurs j'avais proposé une vidéo analyse du générique que je vous invite à aller voir, et dans celle-ci on avait vu que Rhaenyra était représentée par son collier. Peut-être on peut supposer que c'est la même chose pour le collier de Laena Velaryon. La lignée du sang royal continue avec Daemon et Laena Velaryon, et elle donnera naissance à deux jeunes filles, Bella et Rhaena Targaryen, qui sont deux jumelles, et le fait qu'il y ait deux œufs de dragon pour représenter leur emblème comme étant identiques, c'est tout à fait logique, puisque dans les livres, Rhaena et Bella Targaryen sont décrites comme étant très ressemblantes. Et juste après, on poursuit la lignée du sang royal avec Rhaenyra Targaryen, qui quant à elle se marie avec Laenor Velaryon. La lignée du sang royal suit un chemin totalement différent, en passant devant une fresque où l'on voit un grand dragon noir qui couve un œuf bleu, et là où c'est subtil, c'est que juste à côté il y a un château. Alors est-ce que tout cela veut dire que l'œuf bleu c'est un Velaryon, le dragon noir un Targaryen et le château Port-Réal, donc le donjon rouge? Ou bien est-ce que le grand château ne serait-il pas en fait Harrenhal, le symbole de la famille Fort ou Strong en anglais? Et en fait, vu que tout l'épisode va être articulé autour de la question de la légitimité de Rhaenyra et des enfants qu'elle a fait avec Laenor Velaryon qui ne serait pas leur père puisqu'il s'agirait en réalité d'Arwyn Fort, là je vous laisse débattre dans les commentaires en termes de subtilité et d'interprétation, mais en tout cas c'est très bien vu puisqu'il y a deux lectures à propos de cette fresque, et le fait de multiplier les points de vue est tout à fait logique puisque Fire and Blood est un livre qui adopte justement plusieurs points de vue pour certains événements. Alors je vais rentrer dans le vif du sujet d'entrée et je vais d'abord aborder un petit peu les problèmes que j'ai eu avec cet épisode. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a un quand même que je trouve assez dérangeant par rapport à ce qu'on a vu dans le 5e, donc juste avant, c'est toute l'histoire de Criston Cole. Je vous avoue, je ne comprends absolument pas comment il peut être au service de la reine alors que juste avant, dans l'épisode précédent, c'est-à-dire 10 ans en arrière, on l'a vu tabasser à mort Joffrey Lombec, il a même à un moment foutu une grande claque à Laenor Velaryon, donc comment justifier le fait qu'il soit au service de la reine? J'arrive pas à l'expliquer. Pour moi, effectivement, je pense que Alicent Hightower a dû interférer auprès de son mari en lui disant non, je veux celui-là comme garde royale personnel. Maintenant, je trouve ça pas très cohérent
incohérent parce que quand même Criston Cole, c'est un mec qui a tabassé à mort lors d'un mariage un invité, il a bravé les lois de l'hospitalité, il y a pas mal de choses qui ne vont pas avec cette réintégration de Criston Cole. Peut-être qu'on aura une explication plus tard, et si on n'en a pas, eh bien je me ferai ma propre explication, ou alors ça restera assez incohérent de mon point de vue. Après, le fait qu'il soit assez en colère contre Rhaenyra et qu'il discute beaucoup avec Alicent et qu'il semble se ranger de son côté, c'est assez logique avec ce qu'on avait vu dans la fin de l'épisode 5, mais sa réintégration dans la garde royale, je vous avoue, j'ai encore du mal à m'y faire. Hein. Et je vais pas dire tout l'épisode, mais une très grande majorité de l'épisode sera articulée autour des tensions qui règnent au sein du palais royal entre la princesse Rhaenyra Targaryen, héritière du trône, et de l'autre Alicent Hightower, la reine du royaume. Cette dernière a beaucoup de soupçons par rapport à la paternité des enfants de Rhaenyra, et j'aime beaucoup le fait que le réalisateur ait choisi ce long plan séquence où l'on suit Rhaenyra qui avance dans le palais royal pour aller présenter son enfant à Alicent Hightower. C'était l'occasion de voir tous les rapports de force, le fait que la naissance d'un enfant de Rhaenyra n'est pas forcément accueillie avec joie, et ça permet d'avoir vraiment un élément de comparaison avec la naissance d'Aegon II, où l'on avait vu le royaume qui applaudissait la famille royale. Là, pour la naissance d'un nouvel enfant chez Rhaenyra, c'est pas forcément le cas. Et là où j'ai trouvé que l'épisode manquait pas mal de tact, c'est vrai qu'il y a énormément de clins d'œil très appuyés par rapport à la subtilité sur la paternité des enfants de Rhaenyra, le fait que Laenor Velaryon passe son temps avec son ami Carl Corey à sortir, à boire, à rigoler, à chanter, on sent qu'il aime beaucoup s'amuser avec ce garçon, hein. Mais c'est vrai que le fait de voir Harwin Fort passer du temps avec Rhaenyra, qui prend Joffrey dans ses mains, qu'il va essayer d'entraîner les garçons, on sent très clairement que l'accent est mis pour montrer qu'en fait, ce sont avant tout les enfants d'Harwin Fort et Rhaenyra Targaryen. Et oui, toute la question de cette paternité est très largement contestée dans l'épisode, avec Alicent qui est la seule à s'alarmer à chaque fois en disant au roi « mais c'est pas normal d'avoir des enfants comme ça ». Et c'est vrai qu'avoir des bâtards au sein d'un royaume, ça peut fragiliser quelque chose. On l'a vu bien plus tard dans le livre avec l'histoire de Daemon Fenoir, un bâtard légitimé par le roi Aegon IV, l'indigne, qui va déclencher beaucoup de querelles à ce niveau-là. Et bien c'est la même chose là aussi, il ne faudrait pas qu'un bâtard arrive au trône de fer parce que sa légitimité serait énormément contestée. Et Alicent, c'est pas ça qui l'intéresse le plus, c'est surtout pouvoir nuire le plus possible à Rhaenyra Targaryen. Elle fait mine de dire oui, bon, il ressemble beaucoup à son père, hein. Persistez, hein, peut-être que le prochain il vous ressemblera. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de petites piques à ce niveau-là. Et encore pire, Rhaenyra, lorsqu'elle regarde Laenor Velaryon, elle lui dit clairement, mais t'aurais pu m'invertir que tu avais choisi le prénom de mon enfant. Et Laenor, il lui fait, comment ça ton enfant? Tu veux dire notre enfant? Là, c'est vrai que je trouvais que ça manquait de subtilité. Le spectateur qui n'a pas lu le livre comprend très vite qu'il y a entre guillemets un problème et que effectivement les doutes d'Alicent sont justifiés. Mais en tout cas, j'attendais quand même plus de subtilité, peut-être parce que j'étais un peu tronqué par l'histoire entre Cersei et Jaime Lannister lorsque Jaime était auprès de Joffrey, Myrcella et Tommen. Là, c'est totalement l'inverse. J'ai l'impression qu'Harwin Fort ne fait qu'envoyer des signaux pour montrer qu'il est leur père. Et lorsqu'il prend Joffrey et qu'il regarde Rhaenyra, il y a vraiment tout un jeu de regard entre les deux acteurs. Et c'est vrai qu'on déduit très facilement que Harwin Fort est en réalité le père des enfants de Rhaenyra. Pendant tout l'épisode, le roi Viserys Targaryen ne sert absolument à rien, il est là juste pour représenter l'autorité royale, mais il n'agit plus du tout sur les autres personnages. Les querelles sont légion entre le camp de Rhaenyra et celui d'Alicent Hightower, et en fait, c'est là où je vois aussi un petit peu le changement d'atmosphère, c'est qu'à un moment, le jeune Aegon va bousculer un des enfants de Rhaenyra, et en fait Viserys va lui dire « Aegon, arrête !» Et en fait, Aegon, il n'arrête absolument pas, et c'est là qu'on voit vraiment qu'il a perdu le contrôle et qu'il n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. On est très loin du Viserys qu'on avait au tout début de la série, là il dépérit à vue d'œil, et c'est bien de montrer qu'il est malade, puisqu'il est vraiment malade et qu'il va dépérir, mais ça sous-entend que son autorité est en train de lui échapper et qu'elle dépérit elle aussi. Désormais, les clés du royaume ne sont plus totalement entre ses mains, c'est Alicent qui joue ce rôle, et de l'autre côté Rhaenyra qui essaye un petit peu d'exister et qui est malheureusement étouffée par sa belle-mère. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Viserys? Il passe son temps à valider les propositions pour essayer de contenter le plus de monde. Il l'avait fait dans les épisodes précédents lorsqu'il y avait des débuts de querelles, il cherchait toujours les propositions les plus conciliantes. Là c'est totalement la même chose, lorsque Rhaenyra va lui proposer de marier Aelena Targaryen et son fils Jaehaerys Velaryon, en plus d'offrir la possibilité à Aemond d'avoir son propre œuf de dragon, et bien Viserys il est là, oui c'est la très bonne décision, hein, ça peut pas être mieux, en plus tout le monde sera content, et c'est vrai que là direct quand j'ai vu ça je me suis dit ok, t'as
plus aucune autorité, c'est la reine qui décide, toi tu ne vaux plus rien. Et Viserys, c'est vraiment ça qui est intéressant, le roi dépérit et son autorité décroît elle aussi. Et l'entraînement des enfants d'Alicent et Rhaenyra est l'occasion d'avoir toutes les tensions qui s'exaspèrent au plus haut point. D'un côté Arwyn Forte qui va essayer de défendre les enfants de Rhaenyra, et de l'autre côté Criston Cole qui va plutôt entraîner les enfants d'Alicent. On peut le voir très subtilement, les enfants entraînés par Criston Cole sont beaucoup plus agiles, on peut voir très facilement que les rapports de force sont déséquilibrés et que Criston Cole délivre des conseils vraiment très bien aux enfants. Le jeune Aegon va tourner autour de la cible, il va faire des bons coups d'épée, on sent qu'il est sûr de lui et qu'il est bien sur ses appuis, alors qu'à côté les enfants de Rhaenyra sont pas sûrs de leurs appuis, ils sont un peu chancelants, ils donnent des coups d'épée vraiment un peu dans tout va comme ils peuvent, qui traduisent clairement un manque d'entraînement, et en faisant cela, il voulait déjà montrer que les enfants d'Alicent sont beaucoup plus forts que ceux de Rhaenyra, et de l'autre, il voulait qu'Arwyn Forte fasse l'erreur de trop, ce qu'il fait parce qu'il va le titiller, et à chaque fois que ça monte crescendo, eh bien Arwyn Forte va craquer à la fin, et le spectateur qui a lu ou non le livre comprend évidemment toute la subtilité de cette information qui est mise en lumière. Un événement qui est là pour justifier le fait qu'Arwyn Forte va être mis à l'écart de la princesse Rhaenyra. Et il y a une scène que j'ai beaucoup appréciée, qui est un échange entre Lyonel Forte, la main du roi, et Viserys Targaryen, et Lyonel Forte va présenter sa démission alors que Viserys refuse cela en disant qu'il a servi de manière très juste le royaume pendant 10 ans et sans avoir d'intérêt propre à cela. Et Lyonel Forte, eh bien je sens qu'il était très gêné parce que Alicent Hightower est à côté de lui, et à chaque fois qu'il voulait parler, il sentait le regard et surtout les oreilles d'Alicent, et c'est ça qui lui posait problème, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne parle pas. Et on voit un petit peu tout le jeu d'espionnage qui commence là aussi à se mettre en place. Alicent Hightower, elle reste dans la pièce alors que théoriquement elle n'avait rien à faire là, et elle demeure ici pour écouter ce que Lyonel Forte va confesser, et en fait comme il voit que la reine est à côté, eh bien il ne dit rien, et c'était très subtil là aussi pour montrer qu'en fait Lyonel Forte sait sur qui il peut compter et sur qui il ne faut surtout pas compter. Et un peu plus tard on a le même schéma qui se répète, mais dans l'autre camp cette fois-ci, où l'on a Larys Forte, le deuxième fils de la main du roi, qui se présente à Alicent Hightower et qui lui fait un petit peu son rapport, et là où c'était pas mal, c'est qu'à un moment il s'apprêtait à parler pour dire quelque chose de très important, mais il s'arrête parce qu'il entend la servante arriver, et il se dit qu'elle pourrait peut-être espionner pour le compte de Rhaenyra ou de ses ennemis, et de fait, c'est là aussi toute la subtilité du jeu des intrigues, et le fait que les jeux d'espions vont avoir beaucoup plus d'importance dans le futur, et que c'est à l'intérieur du palais que les deux clans sont en train de se former, sous les yeux du roi Viserys, qui voit la chose et qui tente tant bien que mal d'apaiser les tensions, et qui par cet immobilisme va au contraire attiser le feu des querelles encore plus. Et la fin d'épisode nous montre le tragique événement de l'incendie d'Harrenhal, où Lyonel et Arwyn Forte périssent lors de cet incendie. Et là vous me direz, oui c'est tout, mais non c'est pas tout. En fait, là où c'est intéressant, c'est que la série a adopté l'un des 4 points de vue, parce que là oui, pour cet événement qui est toujours aussi mystérieux dans les livres, il n'y a pas un personnage qui a dit oui en fait c'est moi qui ai assassiné tout le monde. Là pour la série, on a un choix qui est fait, et c'est le choix le plus entre guillemets logique. Là le crime, il profite clairement à Larys Forte. Le fait que sa famille périsse, ça lui permet de monter en grade, c'est un peu une sorte de Peter Baelish. Il ne va pas jouer sur son physique, mais plutôt sur son intelligence pour gravir les échelons, et en se débarrassant de sa famille, déjà de 1, il récupère la fortune de sa famille, il récupère surtout le château Harrenhal, et en plus, eh bien, il se débarrasse aussi de potentiels ennemis qui viendraient mettre à mal son plan. Et comme je vous le disais, dans le livre, il y a 4 potentiels entre guillemets suspects pour cet événement. Tout d'abord Corlys Velaryon, il pourrait entre guillemets laver l'affront fait à sa famille et le fait que Laenor Velaryon, son fils, a été cocufié. De l'autre côté, on aurait peut-être Daemon Targaryen. La disparition d'Arwyn Forte lui permettrait de supprimer un potentiel prétendant pour Rhaenyra Targaryen. Le troisième suspect, c'est ni plus ni moins que le roi Viserys en personne, puisque avec cela, il permettrait de supprimer un problème avec Arwyn Forte et le fait qu'il n'y aurait pas d'autres enfants entre lui et Rhaenyra. Et en fait, la mort de Lyonel serait un peu accidentelle, puisque dans le livre, Lyonel, on savait pas qu'il était sur place, il avait fait un déplacement un peu surprise, et ça serait tout simplement un dommage collatéral. Et enfin, le quatrième suspect, c'est tout simplement Larys Forte, la version qui a été choisie pour la série, et de mon point de vue, c'est peut-être la version la plus logique. Maintenant, le fait que Larys ait dit à Alicent, eh bien j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais vous inquiétez pas, vous me récompenserez lorsqu'il faudra et quand j'en aurai besoin, là c'était très bien vu de sa part, et ça permet d'asseoir encore plus son jeu de pouvoir et de montrer qu'il a un peu entre guillemets maintenant une emprise sur la reine, et que par ce secret, selon lui, il gagne vraiment la confiance de la reine, même si elle est totalement choquée par l'acte et elle ne souhaitait pas cela. Et pareil, lorsqu'il s'agit de continuité, le conseil restreint est déjà l'occasion de voir encore une passe d'armes entre Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, le fait que Alicent va beaucoup plus parler au roi et s'affirmer comme étant une figure d'autorité, et là
là où c'était bien vu, c'est que lorsque Rhaenyra va se lever et que les autres se rassoient, il y a un personnage qui reste debout, c'est quand même Alicent Hightower, et elle reste debout en faisant défiance d'autorité par rapport au roi, ce qui rejoint tout ce que je vous ai dit juste avant, l'autorité du roi, ça ne vaut plus rien. Et il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans cet épisode, c'est que en fait, maintenant, les échelles de conflit se sont transmises aux enfants, alors que dans la première partie de la série, c'était tout d'abord les parents qui étaient un petit peu les catalyseurs de toutes ces intrigues. Si vous voulez, au tout début de la série, ce sont les parents qui éduquent leurs enfants par rapport aux jeux de politique. Otto Hightower va dire par exemple à Alicent comment elle doit se comporter, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Et bien maintenant, il y a un changement d'échelle, c'est elle qui prend entre guillemets la place d'Otto Hightower et qui va éduquer son enfant Aegon et qu'il soit pleinement un héritier Targaryen et non pas juste l'ami des enfants de Rhaenyra, parce que elle ne manquera aucune occasion de les écraser. Et le fait qu'on a cette passation entre guillemets de haine, de savoir, d'histoire, d'intrigue et de jeux politiques, j'ai trouvé cela très bien vu et ça passait à travers tous les personnages, que ça soit Rhaenyra d'un côté avec ses enfants, lorsque Jaehaerys Velaryon va lui demander si Arwyn Forr est son père, Rhaenyra lui dit très subtilement tu es avant tout un Targaryen, c'est ça le plus important. Alicent Hightower en fait de même avec son fils Aegon, comme je vous ai dit elle va l'éduquer, lui dire qu'il ne faut surtout pas être ami avec les enfants de Rhaenyra, et de l'autre elle s'occupe de l'éducation de sa fille Aelena Targaryen, et là où c'était bien vu c'est que Aemond va arriver, parce qu'il avait fait des dingueries juste avant, et là aussi Alicent va transmettre certaines informations à Aemond en lui disant qu'en fait c'est pas grave s'il a pas de dragon de suite, il en aura plus tard, et là il y a un petit foreshadowing parce que lorsque la fille Aelena Targaryen parle avec sa mère, à un moment elle va dire il faudra que tu perdes un œil, une petite subtilité là aussi, mais c'était pas mal en tout cas de montrer la douceur de cet enfant et le fait qu'elle est assez contemplative de l'animal. Aelena est réputée dans les livres comme étant une Targaryen très douce, qui est gentille, à l'inverse de ses frères qui sont beaucoup plus agressifs pour certains. L'épisode était également l'occasion de voir Fausse Dragon de l'intérieur sans être détruit contrairement à la fin de Game of Thrones, et ce que j'ai vraiment apprécié c'est que c'est vraiment une fosse à dragons, le fait que les dragons vivent en dessous dans des cavernes c'est très bien vu et ça permet de montrer tout le gigantisme de ce bâtiment, qu'il y a très peu de points de lumière. J'ai vraiment apprécié cette séquence, c'était avant tout l'occasion de voir le lien qui se crée entre Jaehaerys Velaryon et son dragon Vermax, et c'était très bien vu de montrer en fait ce nouveau dragon, le fait qu'il est assez petit et qu'il mange un mouton en le cramant, c'est peut-être pour renvoyer à cette période de la saison 4 de Game of Thrones où les dragons de Daenerys faisaient la même chose avec des moutons et que Daenerys ne pouvait pas encore monter sur le dos de son dragon. Et bien là je pense que ça va être la même chose pour Vermax, c'est peut-être pour symboliser le fait que ce dragon est encore trop jeune et qu'il n'obéit pas totalement, comme c'était le cas avec les dragons de Daenerys où ils faisaient un peu leur puberté et qu'ils ne l'écoutaient pas forcément, et ça permet avant tout de montrer que le lien est très important à la naissance mais qu'il va aussi et surtout se développer au fur et à mesure que l'homme et la bête continuent de coexister ensemble. Il y a toute une séquence de moquerie avec Aemond, le fait qu'il soit mal dans sa peau, qu'il n'ait pas de dragon et que les autres en ont, ça va le frustrer et en plus il se moque de lui avec la manière la plus horrible en lui donnant un cochon avec des fausses ailes, et je pense que ça va encore plus déclencher des rivalités dans le futur. D'ailleurs Aemond va descendre dans Fausse Dragon et il va faire la rencontre d'un dragon qui était enchaîné. J'ai du mal à savoir de quel dragon il s'agit puisque à cette époque il y en a beaucoup qui étaient sans cavalier. Je préfère rester en retrait là-dessus et ne pas trop spéculer sur l'identité de ce dragon. Et de l'autre côté du détroit, sur Essos, dans la cité de Pentos, on a Lena Velaryon et son mari Daemon Targaryen qui font un spectacle aérien avec leurs dragons Vhagar et Caraxès, et là c'est assez un symbole là aussi et c'est même peut-être ironique puisque les deux dragons sont amenés à voler ensemble, ils se connaissent très bien et ils vont se connaître très bien. Par le passé, sous le règne du roi Jaehaerys Ier Targaryen qu'on avait vu en tout début d'introduction d'House of the Dragon, ces deux dragons ont participé au bain de sang myrien qui est une sorte de petite guerre qui s'était étalée sur une année, donc c'est assez ironique de revoir les deux dragons voler ensemble et c'est encore un peu plus subtil pour ceux qui ont lu les livres. Ce vol était l'occasion de comparer la taille des deux dragons. Vhagar est gigantesque, Caraxès est beaucoup plus rapide, d'un côté on a un dragon qui est lent, qui est gros, qui est très puissant, et de l'autre un autre qui est beaucoup plus agile, rapide, qui est aussi un peu plus puissant, et lorsque Vhagar va cracher sa boule de feu, on sent que la puissance est là. Mais outre cela, c'est l'occasion de mettre en scène le voyage de Lena Velaryon et Daemon Targaryen sur le continent d'Essos. Ils sont arrivés à Pentos, ils ont fait un petit tour de plusieurs cités, et après ils sont repassés par Pentos pour enfin repartir plus tard. La série a choisi une autre voie et on va le voir très vite à la fin. En tout cas, c'était pas mal de montrer que Pentos est très intéressée à l'idée d'avoir des seigneurs dragons chez elle, et comme la menace ressurgit avec l'alliance entre la Triarchie et Dorne, eh bien il serait très intéressé d'avoir
avoir Daemon Targaryen et sa femme à leur côté pour se défendre au cas où. Mais Laena Velaryon n'est pas dupe et elle sait qu'en restant sur place, il y a très peu de chances qu'il y ait de l'action parce que attaquer des dragons, dont Vhagar, c'est totalement insensé. Et elle le dira dans l'épisode, elle ne veut pas mourir d'une condition assez banale, elle veut mourir en étant une dragonnière. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le prince de Pentos va faire allusion à Aegon le Conquérant pour flatter Daemon Targaryen. Et en plus, ce qui est bien vu, c'est qu'ils font appel aux souvenirs passés de la famille Targaryen parce que Aegon, avant d'être Aegon le Conquérant, il a défendu la cité de Lys et la cité de Pentos contre Volantis, qui essayait un peu de se poser comme étant la nouvelle grande place forte du continent d'Essos après la chute de Valyria. Et là où c'est intéressant, c'est que Aegon a participé à la guerre avec Balerion. Le prince va dire la même chose avec Daemon en lui disant vous voyez, le conquérant il a fait ça, donc vous, si vous faites ça, vous êtes indirectement un peu un conquérant et c'est super. Et on sent que Daemon est très réceptif à ce type de flatterie et c'était bien vu de faire un peu ce clin d'œil et cet aparté sur cette période historique. Et enfin, l'épisode se conclut par l'accouchement de Laena Velaryon et elle n'y parvient pas, et là elle voit au loin que Daemon est en train de discuter avec le médecin et ça fait un total parallèle avec ce que nous avions vu avec le tout premier épisode où le médecin va discuter avec Viserys alors que Aemma Arryn est en train d'accoucher. Là c'est la même chose et Daemon, je pense qu'il aurait peut-être choisi son fils parce que lui son but ultime c'est d'être marié avec Rhaenyra Targaryen. Et là où c'était bien vu, c'est que Laena Velaryon veut rester maîtresse de son destin et elle va se rendre au pied de son dragon Vhagar en lui demandant et en criant Dracarys pour que le dragon la tue. Et là où j'ai beaucoup apprécié la scène, déjà Vhagar, j'adore le design, et lorsqu'elle va accepter de tuer sa dragonnière, c'était très fort. Pour faire simple, dans le livre, Laena Velaryon, elle met au monde un enfant qui est mort-né, et un jour ou deux après, elle se lève de son lit, elle veut monter sur Vhagar une dernière fois, et en fait, elle va mourir un peu dans les escaliers en allant voir Vhagar. Et en fait, la série a fait un choix différent, le fait qu'elle se suicide pour rester maître de son destin, et qu'elle veut mourir comme étant une dragonnière, c'est assez bien vu. Maintenant, c'est vrai que ça va en totale contradiction avec le fait que Vhagar accepte de tuer sa dragonnière. Je trouve ça assez bizarre quand même que Laena Velaryon ait accepté de se suicider comme ça. Là, on sent qu'elle est à bout et qu'elle préfère mourir en étant dragonnière plutôt qu'en mourant en donnant la vie. Je ne sais pas trop quoi en penser, à voir si cela va affecter les deux filles Bella et Rhaena Targaryen. Voilà, je suis un petit peu partagé dans ce choix et je me demande vraiment comment cela pourra aboutir dans le futur. Alors petit aparté, mais pendant que je faisais le montage, je suis allé regarder sur Twitter par curiosité et j'ai vu passer des explications sur des posts anglais comme quoi Vhagar ressentirait la douleur de Laena Velaryon et que c'est pour cela qu'elle accepterait de la tuer. Comme c'est pas mon explication, je vous la partage telle qu'elle est et vous me direz dans les commentaires si cette explication vous convient ou pas du tout. Maintenant, retour en vidéo. Et enfin, Rhaenyra décide de quitter Port-Réal pour aller s'installer à Pendragon. Là aussi dans le livre, c'est normalement Viserys qui va installer sa fille à Pendragon, le siège de l'héritier normalement. Et la série a préféré donner cette décision à Rhaenyra, le fait qu'elle décide de son plein gré d'aller s'y installer et de s'exiler pour former son propre clan sur place. C'est pas mal et en plus, là où c'est intéressant, c'est qu'on commence à voir les codes couleurs qui s'installent à ce moment-là. Lorsqu'elle arrive à Pendragon, elle est habillée en noir avec des nuances de rouge, ses enfants pareil, et on commence à voir enfin la naissance du clan des Noirs, alors que de l'autre côté, le clan des Verts autour d'Alicent Hightower est quant à lui déjà bien installé. En tout cas, une chose est sûre, pour le prochain épisode, les tensions risquent très fortement de dégénérer, et on verra bien si la série adopte encore certains points de vue par rapport au livre. En tout cas, c'est un épisode que j'ai bien apprécié, peut-être un peu déçu parce que j'attendais beaucoup de choses de celui-ci, et il y a quelques petits points qui viennent un petit peu me décevoir par moments, mais je reste quand même très enthousiaste et j'aime beaucoup ce que la série nous propose. En tout cas, une chose est sûre, le destin du royaume est entre les mains de deux femmes, Alicent d'un côté et Rhaenyra, et rien ne sera plus jamais comme avant. C'est tout ce que je voulais dire, et on se dit à la prochaine pour d'autres explications et analyses. Salut à vous!